Assez vite, dans la création de cette filière qui est toute jeune encore, très vite on a identifié comme l'un des objectifs essentiels le fait d'améliorer la prise en charge psychologique des patients et des familles. Et donc on a mis en route un certain nombre d'actions, de programmes, qui est représenté notamment par le Centre de ressources psychologiques, donc on va vous en parler plus en détail dans l'après-midi. Mais pour vous dire que c'est vraiment un souci qui nous a conduit à faire un certain nombre de choses et donc qui se prolonge aujourd'hui dans cet objectif d'essayer de développer un réseau avec notamment les psychologues libéraux pour être des relais de la prise en charge de ces patients et de ces familles. Donc on va voir un petit peu ensemble quelles sont les problématiques qu'on rencontre et auxquelles vous pouvez être confrontés en pratique. Donc moi, je vais vous donner quelques repères médicaux sur ces pathologies qui sont donc les maladies cardiaques héréditaires. Juste avant, je commence par un cas clinique pour vous illustrer un petit peu les choses. Alors ça, c'est une patiente qui a 24 ans, qui n'avait aucun antécédent du tout. Et brutalement, son histoire médicale commence par un arrêt cardiaque pendant une séance d'entraînement de volleyball qui est heureusement récupéré, mais qui était vraiment inaugural. Il n'avait aucun signe précurseur, aucun suivi jusque-là. Et qui conduit, heureusement cet arrêt cardiaque est récupéré, on l'a dit. Quand on l'interroge un petit peu sur la famille après, on n'a pas grand-chose dans la famille. Une mère qui a des antécédents cardiologiques mais qui sont plutôt rattachés à l'hypertension artérielle. Et puis on lui fait rapidement des examens à cette jeune femme et on identifie sur l'échographie notamment une maladie qu'on appelle la cardiomyopathie hypertrophique, je vais en dire un petit mot après. Dans la foulée, comme on estime qu'elle a un risque important de récidive, on lui implante un défibrillateur pour prévenir d'autres événements rythmiques graves. Et donc on se retrouve finalement dans un temps extrêmement contraint à être conduit à lui expliquer d'une part qu'elle a une maladie cardiaque qui n'était pas du tout anticipée puisqu'il n'y avait aucun symptôme avant, lui dire qu'elle a une maladie chronique en fait et donc il va y avoir une prise en charge nécessaire sur le long terme, que quelque chose d'autre peut survenir. On lui met très rapidement un défibrillateur, donc elle a ce corps étranger particulier qu'il va falloir gérer aussi. Et puis, cerise sur le gâteau, on lui dit votre maladie, elle est génétique, donc il va falloir aussi s'occuper de votre famille et organiser un petit peu les choses. Donc tout ça, dans l'espace de 24 heures, on imagine que c'est quelque chose qui est particulièrement difficile et lourd à vivre dans cette situation-là. Alors, on parle de maladies cardiaques héréditaires. Je ne vais pas détailler énormément. Les maladies sont nombreuses et chacune a évidemment des particularités. Mais je vais vous donner des idées principales sur les problématiques qu'on rencontre dans ces pathologies-là. Donc les maladies cardiaques héréditaires, il y en a beaucoup. Il y en a deux groupes principaux. Clotilde vous a déjà un petit peu évoqué ces deux groupes. Le premier, c'est le groupe qu'on appelle les cardiomyopathies, des maladies du muscle cardiaque, avec des anomalies de structure, de fonction. Là, par exemple, dans la cardiomyopathie hypertrophique, si j'ai une flèche, donc on a une hypertrophie des parois du ventricule gauche, par exemple, qui donne le nom à la maladie. On a d'autres formes dilatées, on a des formes restrictives. Bon, peu importe. En tout cas, il y a des différences entre ces pathologies, mais elles sont très nombreuses. Elles peuvent toucher exclusivement le cœur, comme le plus souvent. Elles peuvent être parfois associées à d'autres atteintes, des myopathies dans les maladies neuromusculaires, des formes syndromiques pédiatriques et autres. Mais globalement, ce sont des maladies qu'on diagnostique par l'imagerie et notamment l'échographie, l'IRM. À l'opposé, le deuxième groupe, c'est un groupe de maladies électriques pures. Donc on ne voit rien de particulier en imagerie. Et donc là, le diagnostic repose sur l'analyse du signal électrique sur l'électrocardiogramme. Et on a le plus connu, c'est le syndrome du QT long congénital.
Le QT, c'est un intervalle qu'on mesure sur l'électrocardiogramme entre le début de l'onde Q et la fin de l'onde T. Et dans cette maladie-là, ce temps est allongé. Et comme les autres maladies qui sont signalées ici, syndrome de Brugada, TV catécholergique, etc., ce sont des maladies, pour celle de droite, qui exposent au risque de tachycardie ventriculaire et de mort subite par trouble du rythme ventriculaire. Et les maladies de gauche exposent principalement à deux complications, l'une qui est identique à celle qu'on a citée, et puis une autre que je vais aborder après. Donc les deux complications majeures de ces maladies, à différents degrés, à différents titres, sont d'une part la mort subite et d'autre part l'insuffisance cardiaque. Donc je reviens sur la mort subite juste par quelques mots pour dire que ce sont des maladies dites rares, mais pas si rares que ça, et que quand on regarde la problématique d'un autre point de vue qui est quelles sont les causes de mort subite chez le sujet jeune, en particulier chez l'athlète, eh bien on trouve ces maladies comme étant les premières causes de mort subite chez l'athlète jeune de moins de 35-40 ans, avec des événements qui sont souvent tout à fait inattendus, qui sont, quand ils surviennent, parfois très médiatisés, comme ici lors d'un match de football international, avec un arrêt cardiaque brutal sur un terrain de sport, parce que, en général, le sport constitue un stimulus déclenchant des troubles du rythme ventriculaire chez quelqu'un qui a cette maladie sous-jacente. Et donc là, vous avez une série américaine qui a répertorié les causes de mort subite chez plus de 600 athlètes de moins de 40 ans, et on trouve que la première cause, dans un tiers des cas, c'est la cardiomyopathie hypertrophique qu'on retrouve à l'autopsie. Donc ça, c'est pour vous donner une idée un petit peu de la gravité potentielle. Et la deuxième complication, c'est l'insuffisance cardiaque. C'est l'incapacité pour la pompe cardiaque à assurer un débit suffisant, avec des problèmes d'oxygénation, d'essoufflement, et parfois qui vont très très loin, qui peuvent conduire, quand la forme est vraiment très évoluée et qu'on n'arrive pas à s'en dépatouiller autrement, qui peuvent conduire à une transplantation cardiaque. Et quand on regarde là aussi l'autre bout de la lorgnette, quelles sont les indications pour transplantation cardiaque, on voit que les cardiomyopathies, et en particulier la forme dilatée ici, constituent les premières indications de transplantation cardiaque avant la maladie coronaire, avant l'infarctus. Alors, je vous donne juste un tout petit focus, vraiment pas très long, sur la cardiomyopathie hypertrophique. Je ne vais pas vous faire de catalogue, je ne vais pas vous détailler toutes les pathologies, parce que ça n'a pas d'intérêt. Juste pour insister sur un ou deux points. Pourquoi la cardiomyopathie hypertrophique? Parce que c'est la plus fréquente de ces maladies-là. La prévalence, c'est une personne sur 500. Donc, statistiquement, c'est notamment des maladies comme ça que vous êtes susceptible de voir. Donc une personne sur 500 dans la population générale, comme l'hypercholestérolémie familiale. Donc c'est pas rare. L'âge de début. Comme beaucoup de ces maladies-là, l'âge de début est très variable. Donc ça, c'est un élément à avoir en tête, même dans une famille. C'est très variable. Le plus souvent dans cette maladie-là, le diagnostic se fait à l'adolescence ou chez l'adulte jeune, mais c'est très variable. Ça peut être plus tard, ça peut être plus tôt. Les symptômes sont variables. Le diagnostic est fondé, on l'a dit, sur l'imagerie et souvent est suspecté sur l'électrocardiogramme. Les complications sont très variables. Et ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister aussi, c'est que je vous ai montré les deux complications graves, majeures de la maladie. Mais aussi, il faut avoir en tête que ces complications ne sont pas inéluctables, ne sont pas forcément la complication de la majorité des patients. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut gérer pour nous et pour vous accessoirement. C'est la diversité de l'évolution. Et tous ces malades ne vont pas évoluer, même spontanément s'ils ne sont pas pris en charge, ils ne vont pas tous évoluer vers ces complications gravissimes. Donc il y aura des formes mineures, on va dire, pas compliquées au sein de ces patients. Ou bien, dans une famille, certains vont faire une forme mineure toute leur vie et d'autres vont faire une forme très grave à un moment donné dans leur vie. Les complications, on en a parlé un petit peu. Donc c'est souvent la mort subite par des troubles du rythme ventriculaire et puis sinon l'insuffisance cardiaque, on l'a évoqué. Alors, voilà. Alors la prise en charge, nous en tant que médecins, les différents aspects de la prise en charge sont très nombreux, donc ils peuvent poser des problèmes en termes d'impact psychologique à chaque fois. D'une part, il y a initialement le diagnostic positif, s'assurer que c'est bien ce diagnostic-là qui est en jeu. Ensuite, le diagnostic étiologique,
Ça aussi, c'est un élément qui peut être intéressant, c'est-à-dire que pour chaque sous-type de maladie, il peut y avoir parfois des sous-types, des causes rares, qui vont amener parfois un traitement différent. Donc il y a aussi une problématique qu'on a, nous, en tant que médecins en tout cas, à essayer d'approfondir le bilan pour ne pas passer à côté d'une cause rare qui conduirait à une prise en charge différente. L'investigation des symptômes quand il y en a, la stratification du risque de complications, et puis la prise en charge familiale, on y reviendra aussi. Du point de vue thérapeutique, les grands chapitres, c'est d'une part voir ce qu'il faut recommander en termes de modification de la vie quotidienne, en termes d'activité sportive et autres. On y reviendra un petit peu. Le traitement des symptômes quand il y a des symptômes, la prévention des complications, en anticipant et savoir comment on peut prévenir ça, le traitement des complications quand elles sont déjà survenues, et puis un autre aspect, on en dira un petit mot aussi, qui est le risque particulier pendant la grossesse. Il y a le risque de transmission puisque ce sont des maladies génétiques, mais il y a aussi le risque d'aggravation de la maladie pour la maman qui est enceinte, enfin pour la femme qui est enceinte. Un petit mot pour fixer des idées sur les ressources thérapeutiques. Un des intérêts quand même majeurs de ces maladies par rapport à d'autres groupes de maladies où on a moins de ressources, c'est qu'on a des ressources thérapeutiques importantes. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel qu'il faut garder en tête. On a des traitements à proposer qui ont permis pour toutes ces maladies de réduire de façon majeure le risque de mortalité et de morbidité grave. Donc l'espérance de vie s'est considérablement améliorée au cours de toutes ces décennies avec les progrès de la prise en charge. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et nous, ce qu'on dit souvent quand on voit aussi les apparentés, c'est que plus tôt on fait le diagnostic, mieux on va pouvoir anticiper tout ça et mettre en place toute la prise en charge thérapeutique. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de valoriser à juste titre, me semble-t-il. Premier aspect de la prise en charge, c'est les symptômes. Donc quand il y a des symptômes, ça peut être l'essoufflement à l'effort, ça peut être des palpitations, des syncopes. Et donc on va avoir bien souvent, alors là aussi ça dépend des pathologies bien sûr, mais globalement on a souvent des médicaments. Et souvent, un des premiers chefs de file, c'est le groupe des bêta-bloquants qui a une efficacité importante pour réduire ces symptômes. Ensuite, quand ça ne suffit pas, on peut être amené à différentes procédures selon les pathologies, ça dépend. Là, je vous cite une procédure un petit peu extrême qui est une intervention de chirurgie cardiaque pour enlever un peu d'épaississement du muscle cardiaque dans le cadre de la cardiomyopathie hypertrophique, mais ça c'est plutôt rare dans des indications très particulières. Et puis il peut y avoir des ajustements de la vie quotidienne, notamment le régime sans sel en cas d'insuffisance cardiaque. Ça fait partie des choses que l'on va recommander pour diminuer l'essoufflement chez ces patients-là. Deuxième petit focus sur la prise en charge, là, la prévention de la mort subite. Donc en général, je vous ai dit, c'est des tachycardies ventriculaires qui représentent le risque de complications. Donc là aussi, selon les pathologies, on a parfois des médicaments qui marchent bien. Donc ça peut parfois suffire en termes d'investigation thérapeutique. Notamment dans le centre du QT long, les bêta-bloquants marchent très bien en prévention de ce type de complications. Dans d'autres maladies, ça marche moins bien. Dans la cardiomyopathie hypertrophique, ça ne marche pas bien du tout. Mais globalement, donc, les médicaments ont un rôle important. Deuxième acteur clé de la prévention, c'est la restriction du sport excessif, du sport intensif, de haut niveau. On l'a vu, le stimulus adrénergique va être un déclencheur des tachycardies chez ces patients. Donc quand on diagnostique l'une de ces maladies-là, une des conséquences pour le médecin, c'est de dire on va contre-indiquer le sport de compétition de façon très large, à l'exception de certains sports qui sont le golf par exemple, mais sinon la compétition va être interdite. Et le sport de loisir va être ajusté en fonction de la pathologie, du type du sport, du stade d'évolution de la personne. Donc ça, c'est les deux mesures importantes qui suffisent dans une très large majorité de cas. Et puis dans certains cas, quand on pense que ça ne suffit pas ou quand on a un profil de risque vraiment majeur, on va aller jusqu'à une autre ressource qui est la mise en place d'un défibrillateur. On a évoqué ça tout à l'heure. Donc une petite pile qu'on met sous la peau comme un pacemaker, qui est relié donc au cœur par une sonde et qui va détecter l'activité propre du patient et qui va se mettre en route en cas de problème détecté par la pile. Le pacemaker, il fonctionne dans une gamme opposée. Le pacemaker, il se met en route quand le cœur est trop lent. Et là, le défibrillateur, il se met en route quand le cœur est trop rapide.
hein. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on laisse en place, hein, donc il y a quelque chose de chronique avec lequel le patient va devoir vivre. Et dernier aspect, dans certaines pathologies, certaines, comme le QT long par exemple, un autre aspect de la prise en charge pour prévenir la mort subite, c'est d'éviter certains médicaments qui sont formellement contre-indiqués, parce qu'on a beaucoup de médicaments, des antibiotiques, des neuroleptiques, qui vont allonger le QT, et qui vont représenter un facteur de risque supplémentaire d'évoluer vers une vers une mort subite quand on a un syndrome de QT long. Donc on remet une liste qui est assez longue de médicaments qui sont contre-indiqués. Donc à chaque fois que le patient va devoir prendre un médicament pour quelque raison que ce soit, extra-cardiaque, il faut qu'il montre sa liste ou que son médecin généraliste en tienne compte en tout cas. Donc ça, c'est assez contraignant aussi. Ça ne concerne pas toutes les pathologies, mais ça en concerne certaines. Troisième aspect, c'est la prévention de l'insuffisance cardiaque, donc la deuxième complication majeure. Donc, je vous l'ai dit, ça se caractérise par le fait que le muscle cardiaque n'a plus la tonicité nécessaire pour envoyer suffisamment de sang dans les artères. Et donc là, on a des médicaments qui ont une très grande efficacité aussi pour ralentir l'évolution, pour prévenir le risque de complications et d'insuffisance cardiaque, de poussée d'insuffisance cardiaque. Donc les médicaments ont une importance majeure et on les commence parfois avant les symptômes, quand on voit que le cœur commence à s'altérer. Donc ça, c'est vraiment important. Deuxièmement, le mode de vie, on a déjà évoqué le régime sans sel. On peut évoquer aussi d'autres choses. Faire attention à l'alcool quand on a ce type de pathologie. Et puis, en fonction du stade, si ça ne suffit pas, on va avoir d'autres choses auxquelles on peut recourir, notamment dans l'insuffisance cardiaque qui est mal contrôlée. Souvent, pas toujours, mais souvent, on peut discuter la mise en place d'un pacemaker très particulier qu'on appelle de resynchronisation biventriculaire. On met 3 sondes, une dans le ventricule droit, comme un pacemaker classique, une dans l'oreillette droite, souvent dans le pacemaker classique, mais là on rajoute une 3e sonde dans le ventricule gauche pour resynchroniser les 2 ventricules, et ça améliore souvent considérablement les patients. Et puis on l'a dit, quand c'est trop évolué, eh bien, on devra réfléchir à une transplantation cardiaque dans ce cas-là. Autre versant de la prise en charge, c'est le versant familial. Donc ce sera détaillé sur le plan génétique par Céline juste après. Juste pour vous dire, il y a plusieurs modes de transmission possibles évidemment, mais le plus souvent c'est un mode de transmission qui est autosomique dominant. On connaît bien les gènes, et donc en tout cas un certain nombre de gènes. Donc le test génétique s'est développé, donc Céline vous en parlera aussi après. Juste vous dire du point de vue du cardiologue et du médecin, son objectif, ça va être d'organiser la surveillance cardiologique dans la famille. Et donc, ça va être d'organiser, ou en tout cas de faire en sorte, via une diffusion de l'information par le patient qu'on a été amené à prendre en charge, à insister sur l'importance du bilan cardiaque dans la famille, chez les apparentés au premier degré qui sont à risque en général, en sachant qu'il faut que le cardiologue ou le médecin sache quels examens faire chez les apparentés, à partir de quel âge on commence. Est-ce qu'on commence dès la naissance? Est-ce qu'on commence plus tard? Ça dépend de l'histoire naturelle de la maladie. Et puis, même si le premier est normal, on le refait plus tard, parce que la maladie peut s'exprimer plus tardivement. Quel est le rythme de surveillance? Donc il faut organiser ça. Dernier point que j'aborderai, c'est la grossesse. Donc la grossesse chez une patiente qui a l'une de ces maladies-là pose finalement 3 problèmes un peu distincts, dont celui qui n'est pas le moins important, c'est le risque pour la maman de voir sa maladie évoluer pendant sa grossesse. Et donc chez les femmes qui sont jeunes, en âge de procréer, il faut qu'on leur explique que quand elles auront un projet de grossesse, qu'elles reviennent vers nous rapidement et si possible avant qu'elles soient enceintes, pour pouvoir discuter avec elles de tous les enjeux de la prise en charge, de façon à faire en sorte qu'on ait le moins de risques possible de complications pour la maman. Il y a le risque fœtal aussi. Le risque fœtal, il est double. Il est d'une part lié aux conséquences de l'état cardiaque maternel. Donc de temps en temps, on doit faire
un accouchement très prématuré parce que l'état de santé de la maman le nécessite. Parfois, les traitements de la maman peuvent être un peu embêtants pour l'enfant qui va naître aussi, etc. Et puis, il y a le risque de transmission de la maladie chez l'un des deux parents. Donc, quand on voit lors d'un projet de grossesse ces jeunes couples, on voit avec eux donc l'estimation du risque de complications. Est-ce que la grossesse est raisonnable ou pas raisonnable compte tenu de l'état de la maman? Donc le plus souvent on autorise, mais dans certains cas on est extrêmement inquiet et j'aime pas le mot contre-indiquer une grossesse parce que je crois que c'est pas comme ça qu'il faut voir le problème, mais en tout cas extrêmement réticent à laisser une grossesse se développer chez certaines patientes. Planifier le suivi, les modalités, ajuster la thérapeutique au fur et à mesure de la grossesse. Planifier avec l'équipe de maternité comment on va organiser l'accouchement, voix basse ou pas, à quel terme on déclenche en général pour être tout le monde là, les cardiologues, les obstétriciens, le jour J de la grossesse, quelle modalité pour l'anesthésie, etc. Et puis anticiper ce qu'on autorise l'allaitement ou pas, en fonction des médicaments, on autorise ou pas l'allaitement, etc. Donc il y a toute une problématique aussi particulière qu'il faut avoir en compte. Donc pour résumer le parcours de soins, il y a différentes étapes qui sont chacune parfois plus ou moins lourdes, mais qui ont des incidences notamment psychologiques. L'annonce du diagnostic, évidemment, planifier le traitement, le suivi, les hospitalisations lors des complications. Souvent, ces maladies-là, ce n'est pas une détérioration progressive, souvent c'est une évolution par poussée de la maladie. Donc il y a des moments où ils sont vraiment beaucoup moins bien, il faut parfois les hospitaliser, et puis ils retrouvent une certaine autonomie satisfaisante, et puis un autre moment, quelques mois, quelques années plus tard, les choses évoluent. Pour certains, ils restent stables pendant des années. Ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile à gérer et à anticiper. Ce n'est pas une maladie progressive. Et puis, au bout d'un certain moment, soit 1 an plus tard, soit 10 ans plus tard, ils font la complication. La prise en charge spécifique en cas de grossesse, organiser la surveillance familiale. Et puis, l'impact personnel de tout ça. Il y a les contraintes de la maladie, évidemment. Au passage, une maladie qui ne se voit pas en général, donc ça fait partie aussi des particularités par rapport à d'autres maladies. Certains ont un petit peu de mal à faire valoir auprès de leur entourage la validité de leur pathologie parfois. Les contraintes du traitement, même les traitements médicamenteux, notamment pour les sujets jeunes, les adolescents, les adultes jeunes, avoir un traitement médicamenteux à vie qui a quelques effets secondaires parfois, ça peut être une difficulté. Et puis les contraintes sociales, donc l'activité sportive. Donc ça, c'est clair que quand on a un adolescent qui est déjà à l'INSEP, qui se prépare à être sportif professionnel et à qui on découvre la maladie, ça va avoir un impact majeur. Quand on a quelqu'un qui est pilote de ligne et on lui dit on vous trouve ça, donc c'est fini, vous ne pouvez plus exercer votre profession de pilote de ligne, c'est difficile. Et puis comme toute maladie chronique, c'est les problèmes de demande de prêts, etc. auprès des banques, mais ça c'est pas spécifique à ces pathologies-là. Un petit point, si j'avais oublié cette diapo, c'est juste pour dire que ça fait partie de ces maladies qui bénéficient d'une prise en charge pluridisciplinaire. Il y a différentes disciplines qui concourent à la prise en charge de ces patients et de ces familles. Là, c'est un exemple dans le centre de référence, ici, maladie cardiaque héréditaire de la Pitié-Salpêtrière, que je coordonne aussi, qui vous montre un petit aperçu des principales personnes dans cette structure. Donc les cardiologues avec des sous-spécialités de cardiologie, les chirurgiens, les généticiens cliniciens, les généticiens moléculaires, les biochimistes, les radiologues, très importants, l'IRM, l'anapathe quand on fait des biopsies ou autre chose, la maternité, les cardiologues du sport et puis les connexions étroites avec la recherche en amont, notamment à l'INSERM. Donc les messages clés, juste quelques-uns, c'est donc des maladies qui sont diverses. Je n'ai pas pu évidemment affiner, mais il y a des différences notables entre pathologies. Mais globalement, il y a une expression cardiaque qui peut être variable même pour une même pathologie, pour deux patients différents, que ce soit en termes de chronologie, en termes de sévérité. Des complications potentiellement tout à fait graves qu'on peut prévenir en très bonne partie et un risque global qui est extrêmement variable, lui aussi, on l'a dit, d'un patient à l'autre. Des thérapeutiques souvent très efficaces, des contraintes personnelles sur le plan médical et parfois socio-professionnelles, et puis ce risque de transmission qu'on va développer un petit peu. Voilà, des petits repères
sur ces maladies-là et quelques-unes donc des actions qu'on a fait pour le moment. Et vous êtes les bienvenus en termes de participation à un degré ou à un autre à tout ce qu'on fait ou ce qu'on essaie de faire au sein de la filière. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère. Merci Philippe. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, ce qu'il en est de la sexualité de ces patients-là, qui sont souvent jeunes, et puis même les moins jeunes. Est-ce que, par exemple, des médicaments comme le Viagra et le Cialis sont compatibles avec leur traitement? Et comment ils vivent ça? Souvent, je suppose qu'ils n'osent pas aborder cette question avec leur cardiologue. Est-ce que vous l'abordez? Et est-ce que vous travaillez en collaboration avec des sexologues? Alors, en général, il n'y a pas trop de conséquences sur la vie sexuelle de ces jeunes, sauf dans le cas d'effets secondaires mal tolérés du traitement médicamenteux bêta-bloquant qui peut survenir. Chez des sujets jeunes, on a assez peu de problèmes en général de cet ordre-là. D'une façon générale, la sexualité, le niveau d'effort correspondant à la sexualité habituelle est tout à fait autorisé dans le cas de ces maladies-là. Donc il n'y a pas de restriction de ce point de vue-là. Les problèmes éventuels, c'est par ce biais des effets secondaires de traitement médicamenteux parfois. Et donc là, on s'adresse à son urologue préféré. Alors peut-être qu'on devrait passer par le sexologue aussi. J'avoue que je ne le fais pas très souvent, mais donc peut-être qu'on devrait se pencher là-dessus à ce niveau-là. Juste pour les médicaments que vous évoquiez, chez sujet jeune, il n'y a pas trop besoin de les proposer. Chez sujet plus âgé, en fonction des pathologies, ça peut poser problème. Est-ce que c'est une question qui vous est posée souvent ou pas? On en parlait ce matin, cette question de la sexualité. Elle nous est posée par le biais d'effets secondaires potentiels de médicaments, mais pas tellement, j'avoue, dans d'autres situations. Pas tellement. J'ai eu des cas extrêmement dramatiques où j'ai la femme d'un patient qui venait de décéder subitement, qui est venue me revoir après pour qu'on discute de tout ce qui s'était passé à l'occasion du décès de son mari. Il était décédé lors de l'acte sexuel. Donc là, c'est un contre-exemple, parce que c'est quand même pas du tout, il ne faut pas retenir ça, mais en termes d'impact pour elle, c'était évidemment dramatique. Pour certaines pathologies, vous parliez du sel. Est-ce que c'est une diminution totale? Parce que, par exemple, dans certaines conserves, tout cela, il y a du sel. Alors, comment ça peut se passer? Le régime sans sel, ça concerne essentiellement les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque, qui ont de l'essoufflement lié à l'insuffisance cardiaque. Et on va être d'autant plus restrictif que la maladie sera plus évoluée. Donc, on va adapter. Pour l'essentiel des patients, c'est une restriction, mais pas une diminution drastique. On garde un peu de sel. Par contre, là, il y a des séances d'information par les diététiciennes du service pour justement les aider à y voir plus clair sur les aliments qui contiennent du sel de façon cachée. Effectivement, les conserves, les charcuteries, les fromages, etc. Et puis, pour les aider à essayer de quantifier et faire attention à ça. Donc, voilà. Et le cholestérol, vous le prenez en compte ? Alors, oui et non. Non, parce que ce n'est pas un facteur qui interagit avec ces maladies-là directement, à l'inverse du sel, à l'inverse de l'alcool dans l'insuffisance cardiaque, etc. Par contre, évidemment, plus on cumule de maladies cardiaques et vasculaires distinctes, plus on a de risques de faire des complications. Donc, au titre des autres maladies qui peuvent potentiellement se développer, on a intérêt à contrôler les autres facteurs de risque conventionnels, mais il n'y a pas d'interaction directe avec ces maladies-là. Oui, je demandais, est-ce que vous pouvez dire à quel moment et comment ça se passe les patients, quand les patients ont une demande, est-ce que vous proposez au moment d'annonce un diagnostic directement un soutien ou un suivi psychologique ou la rencontre avec un psychologue? Très bonne question. C'est à quel moment on propose et comment on organise l'entretien, le point avec la psychologue. Alors, chacun a des habitudes différentes, d'un centre à l'autre, d'un médecin à l'autre, au sein d'un centre, etc. Moi, je fonctionne de deux façons. Enfin,
J'essaie d'identifier un premier filtre avec mes capacités à moi médiocres de clinicien non spécialiste dans ces aspects-là. J'essaie de faire un premier filtre de patients qui me semblent être dans une situation à haut risque ou qui commencent à manifester des petits signes qui me laissent penser qu'il y a une mauvaise tolérance de ce point de vue-là. Et donc là, je leur conseille de prendre contact avec Stéphanie, la psychologue du service, ou bien, pour ceux qui habitent un peu loin, parce que parfois on voit des patients qui viennent ponctuellement, mais qui vivent à plusieurs centaines de kilomètres ou autres, on a développé le centre de ressources dont on parlera cet après-midi un peu plus tard, qu'on a développé justement aussi comme étant une autre modalité de prise de contact avec l'équipe spécialisée de psychologues. Donc, la plateforme, non, Marlise n'aime pas le mot plateforme, le centre de ressources psychologiques et le fait de pouvoir avoir des entretiens aussi téléphoniques, c'est ce qui a été mis en place, c'est quelque chose qui me semble être intéressant aussi. Après, c'est vrai qu'on a quelques situations types où c'est un peu systématique, par exemple dans le test génétique prédictif chez les apparentés, par exemple dans des demandes de procréation un peu particulières, là, il y a une consultation avec la psychologue qui est systématique. Mais c'est vrai que sinon, dans la plupart des autres situations, on n'a pas formalisé de consultation systématique. D'une part parce que la ressource en psychologue est quand même limitée, et donc si on commence à l'élargir de façon systématique dans plein de situations, on va se retrouver avec quelques difficultés, mais aussi parce que peut-être qu'on a des progrès à faire à ce niveau-là aussi, et je pense que on devrait se remettre à réfléchir. On avait réfléchi au début, mais on devrait se remettre à réfléchir à affiner le moment de l'annonce du diagnostic. Je trouve qu'on n'a pas suffisamment été assez loin dans cette étape-là, je trouve.